Good afternoon. We welcome you at the Patriots for Europe Group's press conference today with President Jordan Bardella, First Vice President Kinga Gál, and Jorge Buxada from the Spanish delegation, head of Spanish delegation. The format of the press conference is the same as usual. First, we will start with President Jordan Bardella's statement, then First Vice President, then Mr. Buxada, and then you can raise your questions. Translation is available in English, French, Spanish, and Hungarian. Having said that, I will give the floor to President Bardella. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de cette deuxième session plénière du mois d'octobre, vous le savez, le Parlement va se prononcer sur le budget 2026 de l'Union européenne. Un budget de 193 milliards d'euros, auquel s'ajoutent les 105 milliards d'euros au titre du plan de relance. Vous le savez, un budget est la traduction d'une politique et en l'état, celui qui est proposé par la Commission européenne montre qu'elle n'a toujours pas pris conscience de la nouvelle donne politique européenne. J'en veux pour preuve les volets migratoires ou encore la politique de voisinage. Le premier reste toujours sous-doté avec quelques 5 milliards d'euros, soit environ 2,5% de l'enveloppe globale. Et pire encore, bien sûr, dans ces 5 milliards, seulement la moitié ira à la protection des frontières de l'Union, le reste étant consacré à la prise en charge et au soutien aux demandeurs d'asile. Non seulement nos frontières restent des passoires, mais nous finançons également, par l'intermédiaire du pacte européen pour les migrations, les migrants dans nos villes et villages. En ce qui concerne la politique étrangère de l'Union européenne, ce sont 10 milliards d'euros qui partiront dans la poche d'États tiers afin de financer leurs réformes et leurs infrastructures. 10 milliards dont seront privés les Européens, 10 milliards d'euros pour nos compétiteurs. Rapportés à ce que versent les Français au pot commun, ce sont 1,9 milliard d'euros du contribuable français qui seront ainsi dilapidés. Quant aux fonds mobilisés pour tenter de faire vivre une chimérique diplomatie européenne, elle ne devrait tout simplement pas exister et rester une compétence stricte des États. Je passe sur les plus de 13 milliards consacrés à la bureaucratie européenne, administration si prompte à demander aux citoyens de se serrer la ceinture, mais qui n'a jamais, à ma connaissance, accepté de voir réévaluer ses privilèges, pourtant bien confortables. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous conscients ici que le même exercice se joue en ce moment en France, où le gouvernement et l'Assemblée nationale cherchent désespérément des sources d'économie, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Je me permets, au titre de mon pays, de rappeler que la France contribuera en 2026 à hauteur de 29 milliards d'euros au budget européen, soit une hausse de 6 milliards d'euros par rapport à 2025. Le gouvernement actuel se targue d'un effort d'1,6 milliard sur cette contribution européenne, un montant qui est dérisoire et bien insuffisant à l'heure où beaucoup de nos concitoyens se demandent en France ou ailleurs où passe leur argent. Nous constatons néanmoins avec une certaine satisfaction que, contrairement à ce qui nous a été asséné pendant de nombreuses années, l'Allemagne et les Pays-Bas l'ont également montré récemment, il est bel et bien possible de réduire les contributions nationales au budget de l'Union européenne. La Commission, si souvent donneuse de leçons sur les finances publiques des États membres, affiche une dette pudiquement appelée reste à charge de 500 milliards d'euros que devront couvrir les États, soit environ 90 milliards d'euros pour la France. Il y a bien sûr la composante du plan de relance de l'Union européenne. On nous parle beaucoup des milliards reçus, et notamment des 40 milliards d'euros reçus pour la France, mais beaucoup moins des 120 milliards d'euros que nous devrons rembourser à partir de 2028, et ce pendant près de 30 ans. Ces chiffres donnent le vertige. Et tous les citoyens des États membres doivent garder à l'esprit qu'un jour ou l'autre, ce sont eux qui devront régler l'addition avec ce que cela suppose de hausse d'impôts, de coupes au niveau national et donc de perte de pouvoir d'achat. J'en profite pour dire que ce plan de relance est un triple scandale et une dette cachée. Un coût initial exorbitant pour la France. Aucun chef d'État soucieux de l'intérêt national n'aurait signé un tel accord. Une erreur de gestion hallucinante du financement par la Commission européenne que nous avons dénoncée avec le groupe des Patriotes à maintes reprises et qui va coûter plus de 200 milliards d'euros à l'échelle du continent. Et enfin, une tromperie de la représentation nationale pour faire adopter ce plan en expliquant qu'il serait entièrement financé par de prétendues ressources propres et donc par de nouveaux impôts européens. Mesdames, Messieurs, j'en terminerai par là. Les institutions européennes sont sur la même trajectoire budgétaire funeste qu'un certain nombre de pays, à commencer par la France, il faut en avoir conscience.
Et malgré tout, cela n'empêche pas Ursula von der Leyen de proposer pour le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034 de quasiment doubler le budget européen pour lui faire atteindre les près de 2 000 milliards d'euros. Enfin, la baisse annoncée de 24% des crédits de la politique agricole commune fait peser un risque majeur sur nos exploitations agricoles. Entre la baisse des subventions promises et l'accélération de la concurrence déloyale, nos agriculteurs subissent une véritable double peine. Ajoutons à cela le nouveau scandale qui consiste à suspendre le programme Erasmus pour la Hongrie, tout en l'ouvrant désormais à des pays d'Afrique du Nord. Alors même que les étudiants étrangers sont devenus la première filière d'immigration dont bon nombre de pays, à commencer par la France, cette décision alimentera une fois de plus un appel d'air migratoire vers les nations européennes. En somme, l'Union européenne va donc financer avec l'argent du contribuable l'accroissement de l'immigration et de l'autre la modernisation des infrastructures du Maghreb, alors qu'elle réduit parallèlement les aides à nos agriculteurs. Ce nouveau pas en avant vers un super-État européen se double d'ailleurs d'une méthode cynique puisque tout est fait pour boucler les négociations en 2027 et donc lier les mains de la France, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. Je le dis solennellement ici, aucune politique qui contreviendrait à l'intérêt de la France et des Français ne saurait être irréversible. À Bruxelles comme à Paris, il est largement temps que cessent les manœuvres de couloir, les arbitrages de salon, les majorités de circonstances sur des décisions qui engagent l'avenir de la nation et des générations futures. Ce ne sont plus seulement nos économies qui sont menacées, mais désormais nos démocraties qui sont abîmées. Je vous remercie. Thank you for being present here today with us. Before I will give the floor and ask my colleague to present the Madrid Declaration on Protecting Prosperity, Competitiveness and Jobs adopted last week during our study days in Madrid, which Jorge Buxade will present in its entirety. Let me underline that we put together our position and proposals on enhancing competitiveness in Europe and to underline the need to reverse the bureaucratic jungle that suffocates enterprises. And what we are saying in this document, and which is very timely, especially this week, it's the demand, our demand of a real reduction in the burdens, not just cosmetic changes. And because there is the case of the first simplification package, the so-called Omnibus One, on the topic, where regrettably the EPP once again made a deal with the Socialists and Renew and agreed on minor changes without real simplification for our companies. Once again, the EPP sided with the left and let down European businesses. That is why the Patriots have challenged the mandate for interinstitutional negotiations. We will vote for the option to open this text once again for amendments. We need real change, not just cosmetics. And as the European Council meeting this week will focus on issues which were all handled and addressed by our Madrid Declaration, it's important to underline what the Patriots think about the topics on this European Council meeting. We are against excessive ideology-driven green transition, and we demand real cuts in bureaucracy and a drastic reduction of energy prices. Without these, there is no competitiveness. It's no sense to talk about competitiveness in Europe. We oppose the Migration Pact and the distribution of migrants, and we demand effective border protection and the swift, effective return of those who have no right to stay. And as this will come up during the debates tomorrow and also during the summit, we welcome announcements that Budapest could be the venue for peace talks regarding the war in Ukraine. This is a historic chance and a hope for peace. And I think it shows the result of our commitment, Prime Minister Orbán's commitment to diplomacy and peace. Europe must do everything to support this process and not to hinder it. This is in Europe's interest, all of interest. We must give a chance
to peace. Please. Muchísimas gracias. Yo hablaré en español. Para la semana pasada, el grupo de Patriotas por Europa tuvimos unas muy productivas jornadas de estudio en Madrid. Fue un honor para la delegación de Vox el atender esta reunión donde pudimos compartir con nuestros amigos y colegas europeos parte de la herencia cultural española, que es parte de la herencia cultural europea, y recordar aquellos tiempos en los que Europa fue grande y Europa fue diversa. Durante el evento, durante la semana, hicimos trabajos, yo diría que extraordinarios, compartiendo ideas, preocupaciones sobre el declinar de la economía europea provocado por las políticas de la Comisión von der Leyen, de la Comisión von der Leyen I y de la Comisión von der Leyen II. Todas estas ideas compartidas fueron recogidas en una declaración de Madrid sobre la prosperidad, la competitividad y los empleos en Europa, que con toda seguridad los medios ya tienen a su disposición. En este texto, los patriotas llamamos la atención sobre esa acción antidemocrática o no democrática de la Comisión Europea en relación a los últimos acuerdos comerciales, singularmente el acuerdo con Mercosur o el acuerdo con los Estados Unidos, pero también esa renovación en ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia del acuerdo con Marruecos, sin conocimiento por parte del público, sin debate abierto, sin transparencia, como está actuando siempre Ursula von der Leyen. Advertimos contra el incremento brutal del coste de la vida y, sobre todo, de la energía, que afecta muy seriamente a la economía y a las familias y a las empresas, mientras esa gran coalición, como han señalado mis colegas de Renew, socialistas y Partido Popular Europeo, sigue perfectamente viva y no hacen nada eficaz para reducir la burocracia, manteniendo el catastrófico Green Deal y creando incluso nuevos tributos. En fin, hablamos también, porque somos los únicos que hablamos de ello, de cómo la inmigración masiva promueve o promovida desde Bruselas está produciendo daños en el empleo, en los salarios y en el Estado social, ese Estado social del que los europeos presumíamos y que supuso un gran avance en el mundo y que ahora mismo está siendo destruido. En fin, que invitamos a todos nuestros colegas, compatriotas, amigos europeos para que lean esta declaración de Madrid, literal, sin intermediarios, sin ver lo que dice la prensa. No hace falta, la tienen en nuestra web directamente, pueden verla y leer lo que queremos los patriotas para nuestra economía, que fundamentalmente es libertad, es seguridad y es prosperidad. Es decir, recuperar Europa y hacer Europa grande otra vez. Muchas gracias. Thank you. And now it's time for questions. When you ask your question, please give your name and the media you represent. First question, gentleman up there. Oui, bonjour, Kevin Drouin de BFM TV. Une question pour Monsieur Bardella sur le plan un peu plus national à propos de la réforme des retraites. Emmanuel Macron vient donc de déclarer qu'elle ne serait ni abrogée ni suspendue, mais simplement décalée dans le temps. Comment appréciez-vous justement cette précision ? J'ai beaucoup de pitié à voir le Parti socialiste, qui était le parti de Jean Jaurès, rouler par terre et se payer de mots. Surtout quand ces mots, depuis quelques jours, émanent de la part d'un camp macroniste qui a érigé le mensonge en méthode de gouvernement. Nous l'avons dit, le Parti socialiste, non seulement est en train de se faire enfumer, mais il enfume ses propres électeurs. Il trahit là beaucoup d'électeurs de gauche en faisant croire à des millions de Français que la réforme des retraites, telle que votée et imposée, non votée, mais en tout cas imposée, par M. Macron avec une telle brutalité pourrait être remise en cause. La réalité, c'est que le gouvernement cherche à gagner du temps et que le Parti socialiste est prêt à se rouler par terre pour sauver la Macronie et pour sauver les macronistes, et de le faire en enfumant ses électeurs et en s'apprêtant à valider un budget qui est un véritable carnage social et un saccage fiscal.
Les Français qui regardent ces débats budgétaires doivent avoir conscience qu'en refusant de voter la censure, le Parti socialiste et les Républicains valident 20 milliards d'euros d'augmentation d'impôts supplémentaires, qu'ils valident une augmentation de l'impôt sur le revenu pour des millions de Français qui travaillent, qu'ils valident le gel des pensions de retraite, qu'ils valident un durcissement de la politique de santé, notamment sur les gens qui souffrent de maladies longue durée. Et donc tout cela va se faire évidemment au risque de fragiliser encore davantage les Français qui travaillent et les Français qui travaillent dur, et notamment les Français les plus précaires. Par conséquent, ce deal politique n'amène rien de bon. Et je ne vois pas, pour être très honnête, comment est-ce que cet accord qui a été fondé sur un mensonge pourrait emmener les macronistes au-delà de la session budgétaire. Et j'en profite pour rappeler que le pays ne trouvera de la sérénité et de la stabilité que dans le déblocage de la situation institutionnelle, par un retour aux urnes et par une majorité solide et stable pour la France et pour le pays. Next question. Max, Politico. Hi, Max Guerriera for Politico. I wanted to get a reaction, perhaps, on whether the Patriots will support or not this idea of a committee of inquiry into the alleged Hungarian espionage of EU institutions. Thank you. Well, we will not back any inquiry committee on this, as these allegations are totally unfounded. And now we get used, as there will always get some kind of baseless accusations, and we consider it that it's we receive it because of our very clear pro-peace stance when it comes to the war in Ukraine, and very clear stance against the Commission when it comes to motion of censure. So it's put pressure on Hungary. It's absolutely unfounded, and we don't think that has really nothing else, just a politically motivated another tool to put pressure on us. The gentleman there. Yes, thank you. Peter Morvay from Hungary, from the Hetek newspaper. My question is about the proposed Budapest summit. In the morning, I asked the EPP's leader, Manfred Weber, how he thinks about it, and he emphasized that Europe needs a unified voice and should be represented at the Budapest summit. What is your reaction? What is Patriots' reaction and position about this meeting between President Trump and President Putin? Well, I do think, even after having seen and had this debate today on the Gaza peace agreement, that if there is a proposal which could, there is a step towards peace, anyway, we should be happy and congratulated. We have seen that Trump could do it, and what we see that the European Union was not involved in this. So what I'm saying, and that's what I said today also in the debate in the morning, that at least now, when it's a huge historic chance to get to some peace deal, which would the only good option for Europe, then that the European Union should be proactive and not hating it above all. So I think there is a historic chance here, which could be a historic moment, and as I already expressed, let's give peace a chance. And just one more question to Mr. Bardella. There has been criticism of selecting Budapest as the place of this summit. What is your opinion? It was suggested by Kaja Kallas that it's sending the wrong message to Europe. Je pense que toute initiative qui contribue à dialoguer, à discuter de potentielles conditions de paix aux portes de l'Europe va évidemment dans le bon sens. Et cet effort doit être
soutenu. Je crois que le Premier ministre Orban a toujours veillé à maintenir une position d'équilibre. Là où le président de la République, Emmanuel Macron, a à de nombreuses reprises changé de braquet sur la position qu'il a adoptée sur ce conflit, au point de devenir aujourd'hui totalement inaudible. Donc il faut la paix, il faut évidemment la paix aux portes de l'Europe. Nous avons été les premiers à condamner l'agression qu'a subie l'Ukraine de la part de la Fédération de Russie en 2022. Maintenant, nous avons toujours dit qu'il n'était jamais de bon augure que des pays, et je parle au nom de la France, qui disposent de l'arme nucléaire se regardent face à face. Et donc, des garanties de sécurité doivent être apportées à l'Ukraine. Après, évidemment, la négociation d'un cessez-le-feu, mais pour cela, il faut évidemment se mettre autour d'une table, discuter, et je pense que tout ce qui contribue à aller dans le sens du dialogue, de la concertation et de la paix mérite d'être loué et soutenu. Thank you. Next question? No more. There is one more question. Yes, the last one, if it's possible. Oui, bonjour, Emmanuel Strosser pour Bruxelles 2. Une question sur Gaza. Quel pourrait, pour vous, quel doit être le rôle de l'Union européenne pour la suite, et est-ce qu'elle doit participer à une force de stabilisation si une doit émerger? Et une autre question sur le prix Sakharov. Quel candidat allez-vous soutenir parmi les 3 finalistes? Le rôle que devrait être l'Union européenne dans cette région du monde, je vous répondrai aucun. Nous ne reconnaissons aucune qualité ni compétence diplomatique à l'Union européenne. Et pour nous, et c'est d'ailleurs inscrit dans la charte des valeurs de notre groupe, la diplomatie appartient aux États. La France a évidemment un rôle à jouer dans cette région du monde, d'abord parce que un fil, de par l'histoire, a souvent lié la France à cette région du monde. La France a toujours eu une proximité avec un certain nombre de pays arabes. La France a toujours eu une proximité avec des pays frontaliers, je pense au Liban. Et la France doit être aux côtés d'Israël dans la lutte que mène le peuple israélien contre le terrorisme islamiste. Nous l'avons dit, la première condition d'un cessez-le-feu et d'une paix dans cette région était évidemment la libération des otages. Nous avons, et j'ai eu l'occasion ce matin en session, lorsque je me suis exprimé sur le débat, de louer l'effort du président américain pour aboutir à cette libération des otages. Maintenant, il ne pourra y avoir de paix durable à terme et une stabilisation de la région que dans le désarmement total du Hamas. Et donc, je crois que le combat qui doit rassembler aujourd'hui les nations européennes, et non pas la Commission européenne ni l'Union européenne comme entité politique, parce qu'encore une fois, elle n'a pas de compétences, elle ne devrait pas avoir de compétences diplomatiques, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste et évidemment le désarmement total du Hamas, qui est, je le rappelle, même si ça échappe d'ailleurs à un certain nombre d'élus, et notamment de gauche dans cet hémicycle, est une organisation terroriste. Et votre deuxième question portait sur le prix Sakharov. Il y a 3 candidats aujourd'hui en liste. Nous en discuterons dans quelques minutes puisque nous avons une réunion de groupe. La décision n'est pas arrêtée pour l'instant, mais nous serons très certainement amenés à nous porter sur les candidats qui sont aujourd'hui défendus par les groupes politiques que nous estimons être les plus proches de nous. Je ne m'avance pas en disant cela et nous communiquerons très certainement ce soir ou demain. We have time till 3, but if there is no more question, one more. Can we have the last question? Thank you. I will use the chance, of course. I mean, it's on the MFF. It seems EPP is really heading in the direction of tabling a resolution rejecting the national plans in the mini plenary of November. Will the Patriots also reject the national plans or not? J'ai pas entendu le début de votre question, pardon. So it's EPP is about, it seems EPP is about to table a resolution to reject the national plans part of the MFF, which is, pooling the funds from cohesion and from the CAP into one
fund managed by the capitals, right? And the EPP wants to reject this, so will Patriots support EPP and also, in fact, S&D in rejecting this part of the MFF or not? Alors, je n'ai pas d'informations sur ce qui, pour l'instant, relève d'une hypothèse, donc je vais bien garder de me répondre sur cette hypothèse. En tout cas, vous connaissez notre position, notamment sur la politique agricole commune. Nous avons, et en tout cas là je parle pour le Rassemblement national, soutenu les dernières évolutions de la PAC, dans la mesure où la politique agricole commune, dans sa nouvelle version, dans sa dernière version, permettait aux États membres de répartir les affectations budgétaires. Donc nous soutiendrons et nous défendrons tout ce qui ira dans le sens de plus d'assouplissement pour les États-nations. Thank you for being here with us. Merci beaucoup. Have a nice afternoon.